Retour à question d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Alors ça y est, PKP est à la tête du PQ, autrement dit, Pierre-Karl Péladeau dirige le Parti québécois. Les récents sondages indiquent déjà que le choix des membres du parti est apprécié de pas mal de monde. Reste à savoir maintenant quel tour ce nouveau venu à la politique imprimera à la cause nationale, à la vie politique québécoise, et si son expérience à la tête de l'opposition à l'Assemblée nationale confirmera son statut de premier ministrable. Le point avec Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors voilà, il a été élu avec 57, je sais pas trop combien de voix. Oui, c'est un bon score, en fait, c'est plus qu'un bon score, c'est un score normal. Non, les autres aussi ont eu la même chose, les prédécesseurs. Les circonstances étaient différentes, vous en conviendrez. Pierre-Karl Péladeau est arrivé dans cette course à la chefferie avec une série d'adversaires qui s'étaient jurés d'en finir avec lui. Oui. D'un côté, je l'ai déjà évoqué, il y avait une partie du système médiatique qui ne présentait Péladeau que sous le signe de PKP la gaffe. Il y avait bien évidemment ce qu'on pourrait appeler la droite fédéraliste dure, qui voit en Péladeau l'ennemi qui pourrait renverser le cours des choses. Fait, oui. Et troisième élément, il y avait une partie de la gauche péquiste qui considérait finalement Péladeau à la manière d'un intrus et qui ne cessait de le diaboliser. Donc le score qu'il a obtenu est un score massif dans les circonstances qui lui donne le mandat qu'il recherchait. Alors justement, il va devoir maintenant, passer l'euphorie passagère, il va falloir unir tous les adversaires d'hier dans la faction fédéraliste, nationaliste. Il va faire du copier-coller. Qu'est-ce qu'il va faire pour ramasser tout ce monde-là? Puis il y a des gens qui seront irréducticlement contre. Ben voilà, l'idée fondamentale, c'est de refaire une coalition nationale pour la souveraineté. Il y a ceux pour qui cette coalition, c'est la coalition d'ensemble d'éléments à l'extérieur du Parti québécois. Donc le Parti québécois ne serait qu'un élément parmi d'autres. Et il y a ceux pour qui, manifestement, c'est la solution que semble suivre Pierre-Karl Péladeau, que la coalition doit se faire à l'intérieur des rangs du Parti québécois parce que le Parti québécois, historiquement, a été cette coalition et peut et doit le redevenir. J'aime le rappeler, le Parti québécois, à sa fondation, c'était l'alliance du MSA, centre-gauche technocratique de la Révolution tranquille de René Lévesque. C'était Mouvement pour la souveraineté Mouvement souveraineté association. Le Ralliement national, qui était un parti de droite nationaliste régional très conservateur. Et quelques jours plus tard, une dizaine de jours plus tard, sont venus les gens du RIN qui ont construit finalement l'aile dure du Parti québécois. Alors comment refaire... on revient à cette situation d'origine en fait? Je ne pense pas qu'on y revient. Je crois qu'on est dans une situation où quel est l'état des lieux pour les souverainistes aujourd'hui? Une perte depuis plusieurs années d'une bonne partie de l'électorat à droite, d'abord à l'ADQ et ensuite à la coalition Avenir Québec, des électeurs nationalistes de centre-droit qui ne se reconnaissaient plus dans ce que le Parti québécois était devenu, et une plus petite partie d'électeurs qui sont partis à Québec solidaire, et surtout beaucoup de gens qui sont réfugiés dans l'abstention. Alors, le défi de Pierre-Karl Péladeau, c'est de ramener la politique québécoise au bipartisme, c'est-à-dire liquider le problème CAQ, pour le dire ainsi. Et pour faire cela, il doit être capable de ramener, non pas l'appareil de la CAQ ou non pas l'appareil de Québec solidaire, mais d'être capable de ramener tous ces électeurs-là à l'intérieur du camp nationaliste. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, d'abord, on veut un projet politique, on est à gauche, et ensuite on sera souverainiste. C'est le cas souvent de surtout gauche. à gauche. À gauche, voilà. Comment est-ce que Pierre-Karl Péladeau pourra lui faire comprendre que d'abord, il y a un peuple ou une histoire ou une nation, et ensuite gauche-droite, alors ça, on a vu au Québec depuis 10 ans apparaître ce clivage gauche-droite qui a prétendu remplacer le clivage souverainiste fédéraliste. Voilà. Ce qu'on constate toutefois, et en fait tout le moins c'est une hypothèse et on peut croire qu'elle a certaines chances de se vérifier, lorsque la question nationale revient non pas à la manière d'un horizon lointain, d'un idéal désirable certes, mais qu'on peut, comme si la souveraineté on pouvait l'accomplir dans 3 générations, que c'était pas grave, lorsque la question nationale revient, elle impose sa propre logique d'une certaine manière. Alors évidemment, il va avoir des irréductibles de gauche, comme il va y avoir des irréductibles de droite, des gens pour qui... Aux libertariens, non? Oui, les libertariens et une espèce de gauche dure qui va dire la souveraineté peut-être, mais à condition que ce soit un pays social-démocrate ou un pays socialiste ou un pays écologiste ou un pays ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est assez fascinant. Quand on nous dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'un Québec qui doit devenir un pays qui a condition d'être social-démocrate, est-ce que ça veut dire que la constitution d'un Québec souverain serait une constitution social-démocrate et qu'un parti plus à droite qui se ferait élire aux élections n'aurait pas le droit d'appliquer son programme parce qu'il serait anticonstitutionnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Un pays, par définition, des fois la gauche gagne, des fois la droite gagne, des fois le centre gagne. L'essentiel pour un pays, n'est ni à gauche ni à droite, c'est de se gouverner soi-même, peu importe les choix qu'on fera. Alors là, Péladeau arrive dans
cette situation où il doit être capable de faire en sorte que la question nationale impose sa logique, et ce qui permet ensuite de rassembler toute une série de gens qui s'étaient dispersés de manière idéologique et qui doivent revenir autour du ralliement national. Une question qu'on a rarement abordée, et même jamais, vous et moi, Mathieu Bocoté, c'est que, pendant toute la course à la chefferie, ça a été vraiment monopolisé par la question nationale. Mais quand même, il y a une gouvernance. Qu'est-ce qu'il dit Pierre Karl-Péladeau sur la santé, l'éducation, l'environnement, enfin les relations avec les municipalités? Est-ce que tout ça a été abordé ou c'est une grosse inconnue maintenant parce que il y a d'autres questions aussi. Évidemment, ceux qui suivaient la course à la chefferie notaient qu'il y avait des prises de position sur toutes ces questions-là. La question fondamentale, toutefois, c'est le cadre premier dans lequel on inscrit son action. Est-ce qu'on cherche à construire un programme de bon gouvernement provincial capable de répondre à tous ces enjeux et cherchant d'abord à prendre le pouvoir pour appliquer ce programme de bon gouvernement provincial, ou est-ce qu'on cherche à prendre le pouvoir pour réaliser l'indépendance du Québec? C'est-à-dire c'est toujours la même question. On n'en sortira jamais. L'indépendance, puis ensuite la gouvernance, ou d'abord la gouvernance et les conditions gagnantes pour l'indépendance. Évidemment. Et dans la réalité des choses, il y a toujours, je dirais, une espèce de point de rencontre entre ces deux préoccupations, et un programme politique se définit là-dessus. Jacques Parizeau, en 94, qui voulait faire une élection sur la question de la souveraineté, finalement, s'est présenté avec l'autre façon de gouverner. Bon. Donc, il y a toujours une espèce de jeu d'équilibre qui s'opère. Oui. La vraie variable ici, c'est est-ce qu'on croit que le leader du Parti québécois veut prendre le pouvoir pour enclencher la démarche vers la souveraineté? Si oui, je crois que toutes ces autres questions qui comptent ne pèsent pas autant dans le choix électoral. Êtes-vous sûr je mets mon chapeau fédéraliste, Mathieu, êtes-vous sûr de ça vraiment? Parce que les adversaires, et ils seront nombreux, vont dire encore une fois pensée magique, le grand soir, et ensuite on pense que tout ira très bien une fois qu'on sera indépendant. Il y a ceux pour qui la question nationale est une question sans fondement dans le réel. C'est ce que disait Philippe Couillard cette semaine en parlant du monde imaginaire de Pierre Karl-Péladeau. Voilà. Et là c'est une critique qui peut porter dans un Québec où la question nationale effectivement s'est disloquée depuis 15 ans. La question nationale était vue comme une nécessité existentielle. Mais la critique est vieille, elle a plus de 15 ans la critique. Bien évidemment, mais les Québécois l'entendent davantage aujourd'hui qu'hier. Et là, on est effectivement dans la situation suivante qui est un peu paradoxale. Jamais depuis Jacques Parizeau, le Parti québécois aurait eu un chef aussi indépendantiste et aussi résolu à relancer la marche vers l'indépendance. Mais jamais depuis 15 ans, en fait depuis très longtemps, les Québécois n'ont été aussi peu intéressés à la question nationale. Donc on a d'un côté un volontarisme fort et de l'autre côté une indifférence marquée. Est-ce qu'un homme peut renverser la vapeur? Eh bien, ça c'est toute la question, non seulement pour les souverainistes, mais pour quiconque s'intéresse à la vie politique. Là, on va avoir véritablement un laboratoire qui est offert devant nous, une expérience en direct. Est-ce qu'une volonté politique forte, est-ce qu'une volonté politique marquée, qui, je dirais, brûle d'un idéal fort, est-ce qu'elle est capable de renverser une tendance lourde? L'histoire nous en a fait la preuve. Faut pas se tromper. Les grands projets politiques, quelquefois, naissent dans l'opposition et l'adversité, et quelquefois... Oui, mais De Gaulle, parce que la France avait plié. Mais le Québec plie tranquillement. C'est pas un désastre. Je ne pense pas qu'à De Gaulle ici. Et il y a une formule de Jean Roy, le philosophe québécois, qui dit même la décadence peut être agréable. Bon, alors évidemment que nous ne nous brisons pas en deux. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'une volonté politique forte peut je dirais, renverser la tendance? Est-ce qu'autrement dit, le politique est capable dans une société non seulement d'être dans la logique de l'adaptation, mais dans la logique je dirais, d'une transformation de fond? Est-ce que le politique est capable de donner une impulsion nouvelle à une société? Mathieu. Ça va être la chose intéressante dans les années à venir. Je remets mon chapeau libéral, si vous me permettez. La population vieillit, les coffres de l'État sont pour l'instant pas très très pleins. Il y a beaucoup démographiquement les Québécois de souche qui, eux, c'est le vivier naturel des indépendantistes, parce que chez les allophones, la plupart des immigrants, en tout cas les anglophones, on n'est pas très très tiède, pour le dire gentiment. On n'est pas très très chaud, je veux dire, l'idée. On est plutôt tiède, voire même très hostilement froid. Mais c'est là votre question. Mais justement, alors, avec toutes ces données qui relèvent plus de la gouvernance que de la politique, comment allez-vous pouvoir renverser la vapeur? Ben moi, la question que je retournerais, c'est-à-dire, il n'y a jamais de solution, de situation, dis-je, idéale pour faire l'indépendance. Je parle même pas de situation idéale, elle est vraiment pas idéale maintenant. Elle est vraiment j'entends bien, mais il n'y a, si on attend pour faire la souveraineté d'avoir des coffres de l'État à nouveau parfaitement remplis. J'ai pas dit parfaitement remplis, mais un peu moins vides. Un instant, on peut croire, cela dit, moi je maintiens cette ligne que l'indépendance
l'indépendance politique, par définition, permettrait au Québec de mieux se gouverner parce qu'il se gouvernerait par lui-même. Donc, si on nous dit, parce que c'est un peu la solution de François Legault, par exemple, François Legault nous dit, on va rebâtir la province, on va reconstruire l'économie, on va redynamiser les finances publiques, on va redonner une meilleure santé aux finances publiques, puis dans 15 ans, on verra où on en est rendu, et alors on posera peut-être la question de la souveraineté. Si pour vous, la souveraineté, je dirais finalement que le cadeau qui vient après les gros efforts... Non, pas le cadeau, l'idéal, mais pour lequel il faut se structurer. Mais ce n'est pas qu'un idéal, c'est aussi une nécessité vitale. Une nécessité vitale, je veux bien, mais qui arrive, qui sert d'élément structurant... Attendez, laissez-moi finir. Qui sert d'élément structurant à toute une gouvernance. Et soit dit en passant, Pelado... Vous répondez pas à ma question. Non, je réponds très bien, j'y arrive. Je ne veux, sans me faire son avocat, Pelado nous dit dans les circonstances, il dit, je vais montrer en quoi le fédéralisme tel qu'on le vit en ce moment nous empêche de nous enrichir, nous empêche de bien gérer nos programmes sociaux. Ben, il y a deux points de vue là-dessus. Mais évidemment, mais j'espère qu'un souverainiste défendra le sien. Alors, c'est plutôt élémentaire. Alors, dans les circonstances, est-ce que Pelado nous dit, je vais vous montrer pourquoi la souveraineté, c'est pas simplement un idéal désirable, c'est une nécessité en matière d'environnement, d'économie, de gestion de l'État, de finances publiques, de politique d'environnement, de politique d'occupation du territoire. Alors, mais il vient en premier et le reste en découle, alors que les adversaires disent d'abord le reste, ensuite le d'accord, premier. mais voilà tout l'enjeu de la politique québécoise. Est-ce que, et là, j'ai pas de réponse à ça, mais l'objectif de Pelado, c'est de réussir à convaincre les Québécois qu'ils ne pourront bien s'administrer qu'en s'administrant pleinement eux-mêmes. C'est un pari dans les circonstances, sachant que la conscience nationale québécoise est plutôt avachie en ce moment, sachant qu'on est dans un moment de dénationalisation, je dirais, de la société québécoise. Plus que tranquille. Hein? Oui, mais est-ce qu'il sera capable de redresser ça? Je regarderai, mais je dis que c'est son défi. Il pense à mettre sur pied un institut de recherche sur la souveraineté du Québec. Entre vous et moi je vous y vois très bien. Oh non, tout de même. Moi, j'ai le statut, je dirais, de l'observateur. Prenez libre. Ça comme un compliment de ma part. Ben, j'en suis très heureux. Hein? Je vous le verrai au moins chapeauté, mais comme ça, le père Joseph Tremblay derrière Richelieu, là, l'éminence grise. Bon, alors, mon Dieu, on va ramener ça de manière beaucoup plus modeste. Grise, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Grisâtre. Dans mon cas, moi, je me contente d'observer, de regarder ça avec intérêt. Mais quel est le rôle de cet institut? Là, ça devient intéressant, cela dit. C'est-à-dire, les souverainistes, souvent, se sont abstenus de documenter leurs projets. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est très les souverainistes, donc, ont des arguments, je dirais, philosophiques, je leur en fournis quelques-uns, historiques, culturels, mais quand vient le temps, par exemple, de dire, bon, voyons de quelle manière l'État fédéral empêche, par la politique de la voie maritime du Saint-Laurent, de quelle manière ça touche l'économie québécoise? De quelle manière la politique de communication du gouvernement canadien empêche le développement d'un système de communication qui serait spécifiquement québécois? De quelle manière les politiques fédérales d'investissement en X, Y ou Z nous empêchent de tirer des avantages de notre propre réalité? Autrement dit, les souverainistes ont insuffisamment documenté leur projet et Pierre-Carl Pelado, dans les circonstances, le Parti québécois, dit nous allons documenter la chose, on va concrétiser le projet national. Ça avait été plutôt peu fait auparavant. Ça a été fait à quelques reprises. Ça a été fait surtout au moment de Bélanger-Campeau, quand c'était pas sur le mode simplement souverainiste, mais on documentait la situation du Québec dans le Canada, on voyait de quelle manière la transition vers l'indépendance pourrait s'opérer. Oui. Et ça avait été fait. Landry, ensuite, au début des années 2000, a cherché à actualiser les études de Bélanger-Campeau, mais c'était passé un peu dans le beurre. Là, il en a fait, Pelado, un élément central de son programme. Donc, reste à voir si les Québécois vont être attentifs à ces arguments-là. Mais manifestement, la bataille va se mener désormais, non seulement de philosophe à philosophe, mais je dirais d'économiste à économiste. D'ingénieur à ingénieur. Et sachant... De Marie à femme. Et sachant que dans la société contemporaine, de telles préoccupations sont majeures, les préoccupations économiques et ainsi de suite, eh bien, la bataille va se mener sur ce terrain aussi. Ça risque d'être assez intéressant à suivre. Est-ce que la virginité politique et sa non-virginité en affaires, c'est un atout pour Pierre-Carl Pelado aujourd'hui? Ou ça peut se renverser en atout ou en handicap, je pense qu'on peut pas le trancher dès maintenant. Pierre-Carl Pelado est une figure singulière qui incarne dans le paysage souverainiste quelque chose une forme de réussite québécoise. Hein. Vous savez, on a souvent ce problème au Québec où on associe toujours la réussite à l'étranger. Ce qui est spécifiquement québécois, c'est la défaite, c'est la médiocrité, c'est le loser, le petit pain. Alors qu'inversement, la réussite, la victoire, la conquête, ce n'est pas nous. Et là, Pelado arrive en incarnant ça, en incarnant une forme de
complète réussite québécoise. J'ajouterais qu'il y a une forme de candeur chez lui, sa manière de parler de l'indépendance du Québec. Et oui, manifestement, c'est-à-dire on est devant quelqu'un de qui se dégage une véritable authenticité politique. Est-ce que, cela dit, les Québécois vont s'en lasser? Est-ce que les Québécois vont s'enthousiasmer pour ça? Est-ce qu'il y a une disponibilité québécoise pour un tel leadership politique? Ça reste à voir. Je note toutefois que dans nos sociétés, le désir de leadership politique, il est fort et ça fait longtemps que les Québécois les souverainistes n'auront pas eu un leader aussi affirmé. Dernière petite question en quelques secondes, Mathieu Bocoté. Est-ce que, c'est un homme d'affaires, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont dans le placard, si j'ose dire. Ce sont des indépendantistes dans le placard, parce que les affaires et l'indépendance, ça fait peur. Est-ce que beaucoup vont faire leur coming out, si j'ose dire? Vous savez, je sais pas si beaucoup vont le faire. Je dis qu'à tout le monde, là, on a commencé par le plus imposant d'entre eux. Est-ce qu'il va être capable je dirais, décompresser, de briser le plafond de verre, oui, est-ce qu'il va les sortir du placard? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, toutefois, c'est que Pelado, les souverainistes ont souvent eu des profs d'économie avec eux. Mais c'était assez rare qu'ils aient des hommes d'affaires qui s'engagent clairement dans la cause nationale. Juste. Et ça, on a quelqu'un qui a un profil très singulier et qui incarne une forme de puissance, pour le dire ainsi. Donc, c'est pas simplement une posture professorale. Là, on est quelqu'un qui a incarné une puissance dans une autre vie. Sera-t-il capable de la transposer dans la vie politique? Je crois que c'est l'espérance de bien des indépendantistes. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. À la semaine prochaine. Au grand plaisir.